Aujourd'hui, nous sommes réunis, donc déjà merci de vous être rendu disponible pour cette masterclass. On va aborder un sujet assez important et structurant autour des performances publicitaires. Donc on va aujourd'hui faire l'état des actions que vous pouvez activer dès maintenant et qui vont avoir du coup un résultat très concret immédiatement. Je suis désolée d'avance, je suis un petit peu enrhumée, c'est les aléas du direct, donc j'espère que ça ne va pas trop s'entendre en tout cas dans vos caméras. Pour commencer, je vais nous présenter déjà. Donc je suis Anne Crépin, directrice conseil chez Intuiti et je suis accompagnée aujourd'hui de Benjamin Roturier, campaign manager senior également à l'agence. Merci. Quelques mots déjà pour vous présenter notre entreprise Intuiti. Donc Intuiti, c'est une agence pionnière en marketing digital depuis 20 ans maintenant, qui est basée à Nantes et à Lyon. Et on accompagne aussi beaucoup de nos clients sur Paris et sa région. On compte à peu près une quarantaine de collaborateurs et une cinquantaine de clients, aussi bien sur des secteurs B2B que B2C et dans tout secteur d'activité confondu. Ce qui nous anime chez Intuiti, c'est l'élaboration de stratégies qui peuvent aussi bien allier la connaissance des parcours, la création de contenu et l'activation média. Tout cela dans un but qui est de concevoir des expériences mémorables et performantes, aussi bien pour nos clients que pour les clients de nos clients. Pour cela, notre activité repose sur 3 métiers principaux, couvrant une multitude d'expertises que nous avons au sein de l'agence. Donc le premier pilier, c'est les parcours et la data client. On entend ici un accompagnement orienté sur la connaissance et la maîtrise des cibles afin de pouvoir proposer des actions pertinentes et qui ont du sens. Le deuxième pilier va plutôt reposer sur le branding, la création de contenu. On accompagne ici nos clients sur les sujets liés à l'expérience de marque plus précisément, et donc toutes les activités autour de la stratégie de marque, que ce soit le social media, l'influence ou bien encore la conception de parcours utilisateur. Et enfin, le troisième pilier, qui lui se concentre davantage sur les expertises liées à l'activation média, comme le SEA, le social ads, les médias on et offline. Ça peut effectivement aussi nous arriver de sortir un peu du cadre et d'aller sur des activations offline si on juge qu'elles sont pertinentes pour nos clients. Aujourd'hui, pour illustrer le sujet de notre masterclass, nous allons nous appuyer sur l'exemple de notre accompagnement pour la marque CWF et plus particulièrement de son site e-commerce Kids Around. Pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ça, CWF, c'est une entreprise vendéenne qui est basée aux Herbiers et qui est le leader européen de la licence des vêtements pour enfants. CWF détient 14 marques haut de gamme, pour en citer quelques-unes comme Timberland, Boss, Givenchy ou encore même Chloé, mais également des marques propres comme Billy Blush ou Carrément Beau. Intuiti, on accompagne en fait cette marque depuis maintenant plus de 6 ans sur de nombreux sujets d'acquisition, aussi bien pour le site et la marque Kids Around que pour les marques que j'ai précédemment citées, que ce soit au niveau France ou même international. Aujourd'hui, on couvre une dizaine de territoires dans notre accompagnement. Ce que je vous propose, c'est de maintenant pouvoir partager ensemble la checklist des actions que nous avons pu mettre en place pour CWF et qui ont pu changer la donne sur les résultats qu'on a pu constater depuis. Je vais laisser la main à Benjamin pour vous exposer tout cela plus particulièrement dans le détail. Donc la première action qu'on vous propose ici de mettre en place et qu'on a pu tester notamment sur Kids Around comme tu l'expliquais, c'est le paramétrage des objectifs de conversion. Je vais parler de Kids Around, mais je vais également parler un peu de l'ensemble des clients de l'agence et un petit peu de ce qu'on arrive à récupérer en fait en clients en termes de reparamétrage d'objectifs de conversion. Les premières choses que l'on va tester, regarder et modifier, ça va être notamment l'intégration de l'ensemble des étapes du parcours de conversion. Tout ça, tout simplement, dans un but de communiquer à l'algorithme l'ensemble des informations qui vont permettre de générer la conversion finale sur votre site internet. Communiquer à l'algorithme, ça a tout simplement un intérêt pour l'algo, pour qu'il puisse analyser et voir l'ensemble des points clés qui permettront d'aller chercher l'objectif final que vous lui avez demandé. L'autre intérêt d'intégrer l'ensemble des étapes, c'est également de déceler de potentiels blocages dans votre tunnel de concrétisation. Imaginons que vous ayez intégré la mise au panier, les choix de paiement, les choix de livraison, etc., et que vous ayez un élément qui soit bloquant pour un interlocuteur dans un pays clé, par exemple.
eh bien, vous aurez directement ces KPI, ces informations, si vous avez intégré l'ensemble de ce tunnel dans vos objectifs et dans votre paramétrage. L'autre point qui est d'attribuer des valeurs également aux conversions qui en nécessitent. Tout ça dans un but d'avoir des KPI clés pour votre business. Quand je dis conversion qui en nécessite, c'est principalement les conversions associées à l'achat sur un site e-commerce. Vous pourrez ainsi avoir des KPI comme le chiffre d'affaires, la rentabilité et également le panier moyen. Mais la chose la plus importante pour moi, notamment pour des campagnes clés comme des campagnes de performance max, c'est d'aller chercher des stratégies basées sur ces valeurs de conversion. On peut notamment nommer la stratégie de maximisation de conversion et également de ROS cible. Toutefois, attention, quand vous allez attribuer de la valeur, n'associez pas de valeur aux conversions qui n'en ont pas besoin. Tout à l'heure, je citais l'acte d'achat. C'est très bien d'y associer l'ensemble du panier réalisé par l'interlocuteur lorsqu'il a réalisé son achat, mais n'associez pas de valeur à l'ensemble des autres étapes de votre tunnel de conversion. Ça n'a pas d'intérêt, hormis peut-être brouiller votre colonne de conversion et l'ensemble des KPI clés associés à votre business. Là, je parle vraiment explicitement d'un aspect e-commerce. C'est dans un autre cas, hors e-commerce, par exemple B2B, là, vous aurez potentiellement d'intérêt d'intégrer la valeur de conversion, mais dans un aspect e-commerce, je vous le déconseille. Le troisième point, c'est de structurer également efficacement les objectifs de vos conversions. Vous avez tout intérêt à les hiérarchiser en leur donnant une importance clé en fonction de votre activité. Pour ça, vous avez la possibilité d'associer certains objectifs comme étant des actions principales pour l'optimisation de vos enchères et d'autres qui vont être en secondaire, qui ne vont pas être clés dans l'analyse que peut faire l'algorithme dans le but de répondre à l'objectif que vous lui avez fixé. Le quatrième point est également d'exclure, de supprimer les objectifs de conversion qui sont obsolètes et qui n'ont plus d'importance. Ça peut être le cas notamment des objectifs qui sont encore paramétrés sur de l'Universal Analytics 3, à savoir l'ancienne version de Google Analytics. Là, vous avez tout intérêt à les supprimer, il n'y a plus d'intérêt, c'est plus exploitable. Comme l'ensemble, en fait, des objectifs de conversion qui sont plus d'actualité et qui n'ont plus d'intérêt. N'hésitez pas à les enlever, faites quelque chose de clair. Et la dernière chose que je peux vous préconiser par rapport à cette exclusion d'objectifs qui n'ont plus d'intérêt, c'est également d'enlever les objectifs qui sont préconfigurés par Google Ads, si jamais vous n'y trouvez pas d'intérêt. Ça peut être notamment le cas de traquer justement les ventes hors ligne, donc les ventes en magasin. Si vous n'avez pas de magasin, vous avez tout intérêt à les supprimer dans un but d'avoir une meilleure lecture de vos informations. Le deuxième point, la deuxième action qu'on voulait également vous mettre en avant, c'est également avoir une bonne structure de campagne au service de votre business. Ici, on va prendre le cas de campagnes orientées performance max, à savoir des campagnes qui vont reprendre l'ensemble des canaux présents sur Google Ads et qui vont pouvoir répondre à l'ensemble du tunnel associé à la conversion, par exemple l'achat, et qui vont pouvoir répondre en fait à l'ensemble des moments où se trouve l'interlocuteur qui sera clé pour vous pour aller chercher l'objectif final. Le premier conseil qu'on peut vous donner par rapport à cette structure Performance Max est tout d'abord d'adopter une structure de campagne qui prend en compte votre logique business. Ne pensez pas à ciblage, pensez plutôt persona. On n'est plus sur un ciblage associé aux mots-clés comme on peut l'avoir sur le search, on est plutôt orienté vers un persona, vers ce qu'on va appeler en fait, si vous voulez, des signaux d'audience. C'est la personne réellement que vous voulez aller chercher à travers vos campagnes Performance Max. Pour ça, on vous conseille de faire des campagnes qui soient plutôt associées à votre business, comme je viens de le dire. Ça peut être notamment des catégories de produits, vos différentes marques, également le niveau de marge, à savoir si c'est des best-sellers, si ce sont des produits long train associés à une promotion ou à une nouvelle collection. On peut imaginer plein de choses, mais il faut que ça soit vraiment pertinent
pour vous dans la lecture de vos données et dans la manière dont vous voulez aborder ces campagnes et les objectifs que vous en fixez. Au sein de la campagne, on va avoir plusieurs éléments, à savoir des groupes d'éléments que je vous conseille d'A/B tester, comme c'est le cas dans le graphe que vous trouvez juste ici, à savoir une structure qui est celle qu'on met en place actuellement pour Kids Around. Donc plusieurs groupes d'éléments sur lesquels on va retrouver des signaux d'audience. Ces signaux d'audience, c'est comme je le répétais tout à l'heure, ce sont finalement les personas, les personnes clés que vous voulez aller chercher. Donc vous avez tout intérêt à les A/B tester en fonction de l'objectif de la campagne que vous avez paramétré. Si on prend l'exemple ici du schéma côté Kids Around, on va avoir deux structures qui sont mises en place et qui sont les exemples aujourd'hui, à savoir la première structure orientée vers les marques qui sont proposées côté Kids Around. Dans l'exemple ici, ça va être du Kenzo, sur lequel on va y associer un élément de savoir si ce sont des produits qui sont en promotion, qui sont associés plutôt à la nouvelle collection, ou en fonction des différents personnages que je vais aller chercher. Dans le premier exemple, la campagne numéro 1, on va être sur du Kenzo Kids orienté promotion. Et dans cette campagne Kenzo Kids promotion, je vais y abaisser plusieurs groupes d'éléments, à savoir des personas ou les personnes que j'estime intéressantes comme étant des personnes qui seront susceptibles d'acheter en promotion les produits que je vais vendre. Donc ça peut être notamment des logiques de customer match, si j'arrive à bien filtrer mes données et à les réexploiter au niveau de mes campagnes. Ça peut être également l'ensemble des audiences proposées côté Google. Voilà. Il y a pas mal de choses, pas mal même des possibilités de créer ses propres audiences à travers les audiences personnalisées. On peut aller quand même assez loin justement dans cet aspect A/B test. La deuxième structure qui a juste en dessous, c'est plutôt une structure qui va être plutôt dans un but de réactiver des produits ou de se baser sur les produits qui sont clés pour notre business, à savoir une première campagne qui va plutôt être orientée vers du best-seller, donc les produits qui ont été les plus vendus sur les X derniers mois, sur lesquels je peux compter pour générer un maximum de chiffre d'affaires. Et je vais potentiellement créer une deuxième campagne qui, elle, va à l'inverse, aller cibler ce que je vais appeler le fond de catalogue, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas suffisamment visibles, qui méritent d'avoir un beaucoup plus de visibilité, et donc les exposer un petit peu plus aux yeux de ces campagnes Performance Max, y compris à travers le flux shopping qui représente un très gros pourcentage dans ces campagnes Performance Max. Le troisième point qu'on veut également vous mettre en avant, c'est le choix des différents assets. Quand on parle d'assets, ça va être les assets qu'on va retrouver notamment sur ces campagnes Performance Max, mais ça peut être également le cas sur ces campagnes social ads, des campagnes social ads. Ici, si on reste sur le cadre des campagnes Performance Max, on vous invite, comme j'expliquais juste avant, à y associer un groupe d'éléments égal à un signal d'audience, mais également égal à un angle créatif bien précis. C'est-à-dire que si vous allez A/B tester différents groupes d'éléments avec différents signaux d'audience, y associer des éléments de créa et des textes qui ont du sens pour les personnes que vous voulez cibler. Si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure avec Kenzo Kids pour la promotion, eh bien vous avez tout intérêt à y associer des textes qui mettent en avant les promotions que vous proposez sur votre site internet à travers la marque Kenzo. Et c'est le cas pour l'ensemble des A/B tests que vous allez pouvoir faire au niveau des groupes d'éléments et des signaux d'audience. L'autre intérêt ici d'A/B tester différents assets, c'est de pouvoir analyser les différentes performances de chacun d'entre eux. Si on prend l'exemple toujours de Performance Max, vous avez des tableaux au sein de Google qui sont plutôt bien faits et qui vous permettent de savoir si l'ensemble de vos assets, texte, vidéo, description et images, de savoir si elles sont pertinentes ou si elles ont bien fonctionné. Vous voyez ici, notamment dans la slide, la dernière colonne qui vous permet de savoir si vos assets sont excellents, médiocres et s'ils méritent justement d'être changés ou tout simplement d'être modifiés dans un but d'aller chercher plus de performance. Même principe également côté Social Ads. Là, je vous ai présenté l'exemple de Performance Max, mais côté Social Ads, c'est le même principe. On vous invite systématiquement à A/B tester plusieurs visuels, plusieurs vidéos, plusieurs contenus, assets, dans un but de voir ce qui va fonctionner le mieux pour votre business.
toujours dans cette optique de choisir les bons assets, il y a beaucoup de bons réflexes à adopter sur chacune de vos plateformes, sur chacune des plateformes sur lesquelles vous voulez faire vos campagnes. Et le premier point qui pour moi est primordial comme bon réflexe, c'est d'adapter vraiment les codes associés aux plateformes. Que vous passiez sur du Meta, sur du Pinterest, du Google Ads, les codes, ils sont propres. C'est-à-dire, évitez de répliquer des contenus que vous allez proposer, par exemple sur Meta, ne les répliquez pas forcément sur Pinterest ou sur TikTok. Les codes sont totalement différents et vous n'aurez pas le même impact et les mêmes intérêts. Donc, évitez de répliquer les mêmes contenus, essayez plutôt de vous associer aux différents codes des différentes plateformes. Respectez également les safe zones. Ce que j'appelle les safe zones, c'est l'ensemble des parties, comme vous le voyez sur le graphe, sur le visuel que vous pouvez voir sur la slide, c'est respecter ces endroits qui sont propres justement à la plateforme, sur lesquels il y a déjà des éléments intégrés par la plateforme, à savoir tout simplement la réplication de votre logo ou le nom de votre marque, mais également le CTA automatique que vous retrouvez en bas du visuel, sur le visuel notamment le deuxième visuel que vous avez ici en présentation. Donc respectez un maximum ces safe zones, surtout sur les formats story qu'on peut retrouver sur Instagram. Privilégiez également des contenus qui sont divertissants, rythmés et courts. Je parle notamment des formats vidéo. Si vous intégrez des vidéos qui vont durer par exemple plus d'une minute, eh bien sachez que le plus d'une minute va pas forcément être très bien lu, surtout si vous avez des objectifs orientés vers la conversion. Le format vidéo, si vous voulez l'utiliser dans un objectif de conversion, allez chercher des vidéos qui sont très courtes, concises et qui ont un rythme quand même assez soutenu dès le début de la vidéo. Jouez également sur la mixité des différents formats publicitaires qui s'offrent à vous, notamment sur le social ads. Vous avez la possibilité d'AB tester directement des vidéos, des images, des formats collection, des formats carousel. N'hésitez pas à AB tester tout ça et voir ce qui propose justement les meilleures performances pour votre business et dans les différentes campagnes que vous lancez. Apportez également une touche d'humain dans l'ensemble de vos campagnes, de vos créas. On sait que le format UGC notamment est un format qui fonctionne très bien et qui est basé justement sur l'aspect humain. Donc n'hésitez pas à tester un maximum et à intégrer justement cette touche d'humain dans l'ensemble de vos assets. Et pour finir, théâtralisez un maximum vos produits. Le produit sur fond blanc, si vous voulez, c'est quelque chose qui pour moi devient un petit peu fini. N'hésitez pas à intégrer directement, comme on le disait, de l'humain, donc un vêtement notamment porté dans le cadre de qu'ils sur un enfant, sur un bébé, dans le but d'être différenciant de ce qu'on peut avoir notamment sur le flux shopping, on y reviendra, mais également sur le social ads, où on comprend du premier œil, du premier coup, que on vend directement un produit qui est destiné à de l'enfant, à du bébé, parce qu'il est porté, il est théâtralisé. Quatrième point, quatrième action sur lesquelles on va vous proposer des optimisations, c'est la partie flux shopping. Le flux shopping, c'est, si on prend toujours l'exemple des campagnes Performance Max qui sont clés notamment dans l'apport de business pour Kids On, c'est derrière environ 80 à 90% de flux shopping dans ce type de campagne. Donc vous avez tout intérêt à optimiser justement ce flux shopping dans le but d'avoir les meilleures informations à remonter à Google, mais également à vos internautes. Le premier point, c'est optimiser vos titres et vos descriptions au maximum. Pour moi, ce sont des éléments clés dans la compréhension, pour la compréhension de l'algorithme, mais également des interlocuteurs qui vont voir du premier coup d'œil le produit qui va être en compétitivité, en concurrence directement avec vos concurrents sur la partie flux shopping. Intégrer un maximum de mots-clés que vos clients vont potentiellement rechercher. Si on parle de produits associés à l'enfant, au bébé, associez justement ces mots-clés enfant, bébé directement dans les titres et dans les descriptions de votre flux shopping. Ajoutez également un maximum de détails et de caractéristiques de vos produits. Ça permettra tout simplement à l'algorithme
d'y associer ces détails en fonction des recherches utilisateurs. Quelqu'un qui va rechercher, par exemple, dans le cas que vous avez ici, une doudoune rose pour une fille, eh bien, si vous intégrez la notion de rose, de fille, et l'ensemble des détails, notamment la taille, par exemple, directement dans la description ou dans votre titre, ben, vous aurez beaucoup plus de chances d'être référencé, d'être présent directement associé à cette recherche qui, pour moi, est clé dans le but de vendre, notamment cette doudoune rose. Et puis, un autre point, c'est ne sous-estimez pas les attributs qui sont optionnels. On peut citer notamment le GTIN, donc le Global Trade Item Number, qui est en fait un identifiant unique qui va permettre à Google de reconnaître très facilement le produit avec précision qui est associé. Vous avez également l'attribut de description de produit. Tous les attributs de description de produit, par exemple, la taille, la couleur, le genre, le groupe d'âge, c'est énormément d'informations qui vont pouvoir être communiquées directement à Google dans un but justement de vous placer le plus idéalement possible en fonction des requêtes réalisées par les utilisateurs et répondre à l'objectif final que vous avez demandé dans vos campagnes. On peut également citer les étiquettes personnalisées, donc les custom labels, particulièrement en anglais, qui sont énormément utilisés, notamment côté Kids Around, sur lesquels vous pouvez personnaliser, comme le nom l'indique, différents attributs, notamment avec des choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Est-ce que ce sont des produits qui sont en promotion? Est-ce que c'est la nouvelle collection? Y associer des saisons? Intégrer par exemple le nombre de ventes sur les 3 derniers mois, dans un but de filtrer également l'ensemble de vos groupes d'éléments sur vos campagnes Performance Max notamment. Le dernier point, c'est également optimiser vos images produits. Ici, dans l'exemple que vous avez à droite, le cas de Kids Around, eh bien, c'est tout simplement une petite fille qui va porter la doudoune. Sachez que le visuel, c'est le premier élément qui est vu et qui est comparé par l'ensemble avec l'ensemble des autres concurrents que vous avez lors d'une recherche sur le flux shopping. Il y a une étude d'ailleurs qui date un petit peu, mais qui est très pertinente, qui montre quand même que 7 personnes sur 10 vont plutôt se pencher vers un produit qui va être porté, qui va être incarné, plutôt qu'un produit qui va être sur fond blanc. Le fond blanc était peut-être la référence auparavant, mais ça devient de moins en moins. Si vous voulez vous détacher vraiment de cette partie concurrence, incarner le produit via des photos et des produits qui sont portés à travers les images que vous proposez dans votre flux shopping. Autre point essentiel, autre action essentielle, exploiter vos données clients. Ici, vous avez 3 objectifs, 3 buts très, très importants justement dans l'exploitation de vos données clients. C'est notamment pour le ciblage publicitaire. On le disait tout à l'heure avec notre exemple de structure. Vous avez tout intérêt au niveau de vos signaux d'audience d'exploiter la donnée dans un but d'y adresser différents messages, différents contenus propres justement aux personnes que vous allez vous adresser. Si je prends l'exemple, par exemple, de Kids Around, avec l'exemple que j'avais tout à l'heure sur la partie promotion sur Kenzo Kids, eh bien, on peut tout à fait réexploiter les données l'ensemble des acheteurs des derniers mois associés à cette notion de promotion sur Kenzo Kids et peut-être aller les retoucher d'une certaine manière ou aller recibler des personnes qui n'ont pas fini leur panier ou des personnes qui ont acheté il y a quelques mois et qui sont pas revenus à acheter depuis. Voilà, vous avez plusieurs manières justement d'adresser et de recibler vos données et d'y attribuer différents messages et différents discours en fonction de la personne que vous voulez cibler. L'autre point, c'est la mise en repoussoir. Donc c'est finalement l'effet inverse du ciblage publicitaire où vous allez exclure de vos campagnes un ciblage particulier, des données particulières qui ne sont pas pertinentes dans l'objectif de votre campagne. Ça peut être notamment une exclusion de personnes qui ont acheté sur les 2-3 derniers mois parce que vous estimez que ils ont acheté
assez récemment et ils ne viendront pas acheter prochainement. Donc vous avez tout intérêt à vous projeter vers des nouveaux utilisateurs qui n'ont pas acheté ce produit-là et qui sont plus pertinents pour répondre à l'objectif. Ça peut être également le cadre également de clients qui sont potentiellement néfastes pour votre activité. Là, je parle pas forcément d'aspect e-commerce, mais potentiellement vers du B2B. Il y a potentiellement des clients qui sont pas forcément satisfaits de vos prestations. Bah, vous avez tout intérêt à les mettre entre guillemets sur une liste noire dans le but de les exclure de vos différentes campagnes, notamment vos campagnes sociales, dans un but de ne pas avoir de commentaires qui soient négatifs associés à vos différentes publicités. Et le troisième point, le troisième objectif justement de cette exploitation de données, c'est la partie lookalike modeling. Sachez que la partie lookalike, enfin l'exemple des lookalike a été exclu de côté Google. Il est possible d'en faire. Vous pouvez par contre en faire toujours sur la partie de vos données, surtout sur la partie signaux d'audience, comme j'expliquais tout à l'heure sur la structure Performance Max. Sur les signaux d'audience, vous pouvez tout simplement dire à Google, va te baser justement sur les données que je vais pouvoir intégrer. C'était notamment le cas lors de la structure que j'ai présentée tout à l'heure pour Kids et pour Kenzo Kids pour la promotion. Bah, intégrer justement les personnes, les acheteurs de Kenzo Kids en promotion sur les derniers mois et donner une base justement à l'algorithme pour en faire, si vous voulez, du similaire et aller chercher les personnes qui sont similaires à ceux qui ont pu acheter lors des derniers mois. Un autre point qui est d'actualité, mais déjà depuis un petit moment, c'est le pallier la perte de données avec justement la mise en place de tracking server-side. Pour vous donner un petit peu de contexte, le cadre légal du RGPD impose actuellement aux acteurs du web de recueillir le consentement des utilisateurs pour traquer leurs actions. Et puis, on a également un cadre technique qui évolue constamment et qui peine justement à collecter de la donnée, notamment à travers la mise à jour des navigateurs web et l'adoption des adblockers qui imposent aussi de repenser les méthodes de tracking. Sur la partie de droite, donc avec le petit schéma, vous avez notamment une idée un petit peu de la perte de données qu'on peut avoir. Si on part d'un aspect de 100% des données collectées, si on enlève la partie RGPD, les adblockers, les navigateurs qui ont coupé également l'exploitation des cookies tiers, comme ça a été le cas de Safari et de iOS l'année dernière, eh bien on se retrouve finalement avec un nombre de données collectées qui est minime par rapport à la globalité qu'on aurait pu avoir à la base. Pour ça, pour vous expliquer un petit peu l'intérêt de server-side, on va d'abord vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en client-side, c'est-à-dire le tracking de base que l'on avait auparavant. Le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire que les données sont collectées directement depuis le navigateur web du visiteur. Cela signifie que lorsque quelqu'un accède à un site web, divers scripts de suivi et balises sont exécutés au sein de son navigateur. Cela comporte cependant pas mal de limitations, telles que la dépendance des performances du navigateur de l'utilisateur. Donc si on est par exemple sur du Safari ou du iOS, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien on a une perte de données due à la perte justement d'utilisation des cookies tiers. Et on a également une vulnérabilité par rapport aux bloqueurs de publicité, comme on l'expliquait tout à l'heure, et aux différentes réglementations de protection de la vie privée qui est de plus en plus stricte. Si on prend par contre l'exemple du server-side, là le fonctionnement est tout autre, c'est-à-dire qu'au lieu de collecter directement les données dans le navigateur du visiteur, le processus server-side transfère directement la tâche de collecte de traitement des données vers un serveur intermédiaire. Ce serveur va justement collecter ces données, les analyser, les filtrer et les structurer avant de les envoyer directement aux plateformes tierces. Typiquement, vos outils d'analyse web ou vos pixels, enfin pas vos pixels, mais vos plateformes publicitaires sur lesquelles vous faites vos campagnes. Cela a divers avantages, notamment en termes de collecte de données.
Le tracking server-side sera effectif même pour les personnes qui utilisent des adblockers ou un navigateur comme Safari, ce qui n'était pas le cas sur la partie client-side, pardon. Un contrôle sur les cookies tiers, on décide de quelles données sera envoyées ou pas sur quel pixel, et on anticipe également la fin des cookies tiers sur Chrome qui peut-être arrivera, j'espère, en 2025. On a également un avantage sur la protection des données clients. Les données personnelles des clients sont rendues impossibles à consulter si vous n'en donnez pas l'autorisation. Et on a également un boost des performances côté site web. L'exécution des tags se fait au niveau du serveur et plus au niveau du navigateur, ce qui fait que vous allez gagner en termes de chargement de votre site internet. Point numéro 7, action numéro 7, détecter les points faibles du tunnel de conversion et optimiser le taux de transformation. C'est quelque chose de tout simple, mais qui est souvent oublié de la part de plusieurs clients. Donc, on est également là pour ça chez Intuitive, pour essayer de déceler un petit peu tous les éléments de blocage qui nuisent également à la conversion sur nos campagnes publicitaires. L'intérêt justement d'analyser ce tunnel de conversion est d'abord de comprendre le comportement des différents utilisateurs, quelles sont leurs attentes, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils recherchent et quelles sont leurs motivations. Et une fois que vous avez compris ça, vous pourrez plus facilement également créer différentes campagnes sur la base des utilisateurs que vous comprenez. L'autre point, c'est également de détecter les points de friction de votre tunnel de conversion. Pour ça, on vous invite également à analyser les étapes clés de votre tunnel de conversion afin d'identifier de potentiels blocages à la conversion. Ça peut être notamment des problèmes d'affichage sur un device en particulier, des problèmes au niveau des frais de livraison qui vont être trop élevés, un choix de livraison qui ne va pas correspondre aux habitudes de consommateurs d'un pays clé en particulier. Chez Kidzorand, on a la chance de travailler notamment aux USA. Les habitudes consommateurs des Américains et des Français ou même des Européens au sens large sont totalement différentes, notamment dans le choix de la livraison, dans le choix des modules de paiement. Donc, vous avez tout intérêt à analyser l'ensemble de ce parcours-là pour voir si tout ce que vous avez mis en place correspond finalement aux utilisateurs qui vont finalement acheter sur votre site internet. Et ce qu'on vous invite également à faire, c'est essayer de faire un maximum d'A/B tests. Si vous n'êtes pas sûr, notamment au niveau des modules de paiement, au niveau du choix UX ou graphique de l'ensemble de votre tunnel, essayez un maximum d'A/B tester pour voir ce qui va fonctionner le mieux et ce qui va correspondre le plus efficacement aux utilisateurs dans un but de concrétiser une conversion. Ça peut être notamment de réduire le nombre d'étapes associées justement à cette conversion, d'y ajouter des éléments de réassurance qui ne sont pas forcément clairs, notamment le fait d'avoir des produits qui sont renvoyables gratuitement. Voilà, pas mal d'éléments qui vont permettre justement de conforter l'utilisateur dans son acte d'achat. Voilà, ici, vous avez notamment un exemple d'analyse que l'on peut avoir avec un outil qui s'appelle Piwik Pro, qui est l'outil qu'on utilise côté Kidzorand, sur lequel en fait on a une vision plutôt claire des points du tunnel de conversion. Si on prend un exemple qui date et sur lesquels on a déjà fait pas mal d'optimisation, ça va être le tunnel de conversion associé aux États-Unis. Et ce qu'on se rend compte sur cet exemple-là, c'est qu'on a l'élément du milieu, donc le choix de la livraison, qui était un élément bloquant. Parce qu'on remarque quand même qu'il y a près de 52% des utilisateurs, des personnes qui sont rentrées dans ce tunnel, après avoir fait l'étape d'identification, qui partent lorsqu'ils sont sur l'étape justement de choix de livraison. Donc il y a eu certainement quelque chose à creuser, à analyser un peu plus en profondeur au niveau de votre outil de Web Analytics, dans le but justement de réduire ce taux de déperdition et d'accélérer d'avoir un taux de transformation qui soit bien meilleur que celui que vous avez actuellement avec ce problème. Dernier point également qu'on voulait également vous présenter, c'est la partie analyse des résultats en fonction des modèles d'attribution.
on s'est rendu compte, et on se rend compte encore actuellement, que la lecture que le client ou d'autres personnes pouvaient faire des résultats associés à la conversion était parfois biaisée en termes de lecture, notamment associé à ce modèle d'attribution. Un modèle d'attribution, pour rappel, c'est une règle ou un ensemble de règles qui détermine la façon dont le crédit des ventes ou de conversion sont attribués au point de contact dans les chemins de conversion. Et on va voir que le modèle d'attribution est totalement différent d'une plateforme à l'autre. Si on prend l'exemple de Google Ads, on va avoir deux modèles d'attribution qui s'offrent à nous dans le paramétrage. La première, qui est le modèle d'attribution dernière interaction, qui, comme le nom l'indique, accorde du crédit, un point de conversion dans sa globalité au dernier canal qui a généré cette conversion. Donc, si par exemple quelqu'un vient sur le site de Kidzand via le canal, je sais pas, SEO par exemple, vient sur le site, ne réalise pas d'achat, mais vient 2 jours après sur Google Ads, réalise cet achat, le point de conversion va être attribué directement à Google Ads pardon, dans son entièreté. Tandis que si vous êtes sur un modèle d'attribution basé sur les données, qui est l'autre choix et le choix de base qui vous est proposé côté Google Ads, ce point va être réparti en fonction des différents crédits de conversion selon l'importation des différentes interactions sur l'ensemble des parcours de conversion. Si je reprends l'exemple tout à l'heure du SEO puis après du SIA, le point en fait va être partagé entre ces deux différents canaux en fonction des interactions qu'a pu faire l'interlocuteur sur le premier canal SEO, puis après le second canal SIA. C'est pour ça que vous avez souvent dans votre colonne de conversion une somme qui comporte des virgules. C'est tout simplement qu'il y a des conversions qui ont eu un impact, qui ont été également impactées par d'autres canaux que celui du Google Ads. Ces modèles d'attribution sont encore totalement différents côté social ads. Si on prend l'exemple de Pinterest puis après de Meta, Pinterest va avoir un modèle d'attribution qui va être basé sur la dernière interaction, le dernier clic ou également la dernière vue. Et de base, il va être également paramétré sur ce qu'on appelle du 30-30-30, c'est-à-dire 30 jours après le premier clic, la première vue ou la dernière interaction. Ce qui fait qu'en termes d'analyse, vous avez souvent une lecture qui va être trop bien, ma campagne a super bien fonctionné, ma campagne avec un objectif de conversion a très bien fonctionné. Pour autant, le modèle d'attribution, lui, est basé sur 30 jours après justement cette interaction. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté un produit, par exemple chez Kids Around, 28 jours après avoir vu la publicité sur Pinterest, eh bien Pinterest va quand même s'attribuer ce point de conversion. Pour autant, ici, on est plutôt sur un aspect de considération plutôt qu'un aspect de concrétisation au sens large, comme on aimerait l'avoir directement sur nos campagnes. Pour ça, vous avez d'autres outils, d'autres modèles d'attribution qui sont proposés directement dans ces plateformes. N'hésitez pas à les paramétrer, à voir un petit peu les différences en termes de KPI et de résultats en fonction de chacune d'entre elles. Si on prend l'exemple ici d'une campagne, la lecture va être totalement différente en fonction de ce modèle d'attribution. Si on est sur du 30-30-30, eh bien ici le ROAS va être de 20,26, qui peut paraître très bien. On va avoir également eu un impact sur 369 achats et générer plus de 49 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça peut paraître très intéressant et se dire que cette campagne a eu un très bon impact. Pour autant, si on est sur un modèle d'attribution beaucoup plus court, par exemple sur un jour, eh bien le niveau de rentabilité, lui, est passé de 20,26 à 1,02, ce qui est nettement moins intéressant et ce qui nous fait dire que cette campagne a plus eu un intérêt sur le long terme, sur la considération, la mémorisation de la marque, pour aller concrétiser via un achat final. Pour autant, sur le temps court, sur les 24 heures, sur le 1 jour, eh bien, c'est beaucoup moins intéressant. Et à ce moment-là, je peux me poser la question de est-ce que justement ce canal Pinterest reste intéressant par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. De la même manière, sur Meta, on est sur un modèle d'attribution qui est basé sur du un jour clic, 7 jours clic, 1 jour vu, pardon.
Donc, même principe, c'est sur du temps long. Vous avez la possibilité également de reparamétrer ça, de faire un A/B test et de voir un petit peu les différentes modèles d'attribution et d'avoir des lectures totalement différentes, basées également sur du un jour clic. Et si on fait l'exercice, toujours dans cet exemple euh, de campagne, sur du un jour clic, on reste sur un ROAS qui va plutôt être moyen à 1,67, plutôt même décevant. Par contre, si on reste sur le modèle d'attribution qui est automatiquement paramétré côté méta, là, on est sur du 18,0K de rentabilité. Donc vraiment, là, l'intérêt, c'est vraiment de vous dire attention à la lecture que vous pouvez porter à vos résultats sur les plateformes de social ads. Et également, si vous avez des agences, n'hésitez pas à leur poser la question des différents modèles qui sont automatiquement ou paramétrés ou automatiquement paramétrés par la plateforme et quelle est la lecture idéale que vous pouvez en faire au niveau de vos résultats de campagne. On arrive à la fin des 8 points sur lesquels on voulait mettre un accent. Si jamais vous avez des questions, on est disponible pour y répondre.